Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort, j'accompagne des photographes et artistes dans le développement de leurs pratiques et je coordonne des beaux livres. Et vous écoutez Les Voix de la photo. Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous partager leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Jézéquel. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Dans cette discussion, je souhaiterais que l'on parle de ton métier d'agent, que tu nous dévoiles l'évolution de ton métier et de ses enjeux et qu'on rentre dans le détail d'un projet pour qu'on comprenne de façon très concrète ton travail. Et je remercie au passage Laure Bouvet de Well Done John qui est passée à ce micro dans l'épisode 104 et qui m'avait conseillé qu'on se rencontre. Donc merci à Laure. Un grand merci à Laure. Ce podcast a pour objectif de dévoiler les métiers de l'ombre de l'industrie de la photo et je trouve que le métier d'agent est pas toujours connu. Enfin, en tout cas, les réalités sont pas toujours connues. J'ai pu rencontrer d'autres agents comme Carole Lambert dans l'épisode 4, Florence Moll, épisode 7, Eleanor Charret, épisode 46 et Daria Bonera dans l'épisode 118. Et je souhaiterais que tu nous expliques la spécificité de l'agence pour laquelle tu travailles, qui est l'agence LGA Management, qui a des bureaux à Paris, Londres et New York. Donc, on a un beau programme devant nous. Avec plaisir. Pour commencer notre discussion, j'aime bien commencer toujours par les origines de la personne avec qui j'échange. Est-ce qu'il y avait des personnes dans ta famille ou dans tes proches qui avaient un lien avec l'image et la photographie ? Alors pas du tout. Moi je suis fils de militaire. J'ai grandi dans le sud et un peu partout en France et à l'étranger. Pas de lien à l'image particulier. Si ce n'est que j'ai fini, mon père a fini sa carrière militaire dans le sud-est et donc on a fini à Avignon. Et Avignon, c'est une ville de spectacle, une ville d'image. Je pense que ça a aiguisé ma curiosité sur autre chose que ce que je pouvais connaître dans ma famille et à travers différentes expériences. Donc j'ai commencé plus jeune autour du théâtre et notamment au Festival d'Avignon et j'ai rencontré des gens qui étaient dans l'audiovisuel et dans l'image et j'ai commencé à 17 ans à travailler sur des spectacles de danse et à faire de la capture vidéo sur des spectacles de danse qui m'ont envoyé en Corée, qui m'ont donné l'appétit de autre chose. Et tu faisais quoi J'étais assistant d'un artiste vidéo qui, en fait, on avait fait. C'est une expérience assez incroyable. J'avais rencontré un de mes jobs d'été, c'était de tracter pour les spectacles. Je sais pas si t'es déjà allé à Avignon pendant le festival, donc t'as beaucoup de gens qui donnent des prospectus, etc. Et à travers cette expérience-là, j'ai rencontré un producteur de théâtre qui m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour assister un artiste vidéo sur une coprode franco-coréenne. Et il fallait en partie aller capturer les danseurs à Belleville, à Paris. Et il y avait un mois de représentation à Séoul pendant un festival de danse international. Et donc j'ai fait la partie aussi coréenne où on faisait de la projection vidéo de ce qu'on avait capturé pendant un mois dans une énorme salle de spectacle sur des écrans géants. Trop bien. Et c'était assez intéressant, puis c'était drôle parce qu'à l'époque, donc c'était il y a quelques années, on lançait la machine, ce que maintenant tu peux faire en montage vidéo avec un effet en 30 secondes sur ton téléphone. On lançait les ordinateurs, on en avait 4 qui tournaient toute la nuit, on faisait la capture, on faisait les modifications et le lendemain matin, on espérait que l'ordi n'avait pas planté et on avait notre mini-séquence qu'après on faisait du bout à bout. Donc voilà, pour revenir à moi et à mon histoire de famille, pas d'historique particulier lié à la photo, mais les étoiles se sont alignées et ma curiosité, je pense, a fait le reste. Et du coup, quelle est la formation qui t'a mené à être agent ? Alors, c'est un peu la formation de la vie parce que après cette expérience dans l'image, je suis allé en fac, j'ai fait de la psycho. Après la psycho, j'ai fait de sciences politiques. Après les sciences politiques, je fais du marketing. Tu savais un peu ce que tu voulais faire ou c'était J'ai toujours un peu été dans ce questionnement. L'image pour moi, c'est très lié à l'humain. Donc cette envie d'aller dans la psychologie est intimement liée parce que souvent quand je parle avec des photographes, et c'est peut-être cette expérience-là qui fait que j'ai voulu être agent, ou en tout cas le métier d'agent me convient bien. Parce qu'on fait le lien entre plusieurs personnalités, on fait le lien avec des personnalités fortes parfois, des sensibilités fortes aussi, et du coup, je pense qu'à travers cette expérience, de psychologie, je me voyais pas non plus être dans le cabinet psychologue en one-to-one toute ma vie. Je me suis pas retrouvé en politique parce que ça m'intéressait d'un point de vue culturel, mais d'en faire carrière pas réellement.
Et le marketing, j'ai fait un master 2 en marketing et les stages que j'ai pu faire m'ont amené en agence de pub. J'ai fait un premier stage en agence de pub à l'achat d'art chez FCB. Et à travers là, j'ai découvert tous les jours, je rencontrais des nouveaux agents et j'ai compris comment l'industrie de l'image, qui était vraiment cloisonnée à l'époque, maintenant c'est un peu différent. Mais on est dans quelle année là? Là, on est 2001, 2002. Mais tout au long de mes études, je regardais quand même l'école d'art. Je m'étais dit, est-ce que je vais passer le concours, etc. Mais quand on a des parents fonctionnaires et militaires et qu'on dit, ouais, je vais faire le concours de l'école de photo, j'avais un gros blocus familial et voilà, j'ai essayé de trouver un axe médian. Après, je pense que j'aurais fait un terrible photographe parce que de mon expérience, les bons photographes, les bons artistes sont ceux qui ont une obsession par rapport à un domaine particulier. Peut-être que je suis pas obsessionnel, pas assez obsessionnel pour être un bon photographe, mais du coup, c'est un milieu que j'adore, que j'aime et je suis content d'avoir trouvé une manière de travailler et qui me permet de rencontrer des gens que j'admire et que je respecte au quotidien. Et évidemment, ma vision d'il y a 20 ans, 23 ans a bien évolué et mes goûts ont évolué en photo et en image, évidemment. Et du coup, t'es passé marketing, achat d'art, agent. Quelles étaient les premières expériences en tant qu'agent Alors, entre les stages en agence, j'ai été embauché rapidement dans une petite agence de photographes, chez une agent qui s'appelle, qui est maintenant plus agent, mais qui s'appelait Laurence Guéret, que j'embrasse d'ailleurs si elle écoute le podcast, qui m'a mis le pied à l'étrier. Mais malheureusement, elle a pas pu me garder parce que économiquement c'était compliqué. Donc j'ai eu la chance, à travers les rencontres que j'avais faites à ce moment-là, d'être embauché par la suite dans une société qui s'appelle Le Book. Et j'ai été le bras droit de la créatrice du Book qui s'appelle Véronique Colazin. Et à travers cette expérience-là, je suis resté 6 ans au Book. Et le Book, je sais pas si tu connais, mais ça existe toujours, hein. Ils font des salons qui s'appellent Connexion, etc. Mais à l'époque, il y avait une version imprimée et c'était comme un annuaire, c'était un annuaire professionnel pour tous les métiers liés à l'image. Et mon job, c'était de vendre des espaces publicitaires dans cet annuaire. Et donc, à travers tout le listing, j'ai pu découvrir ce qu'était qu'un model maker, qu'un set designer, qu'un loueur de matos, qu'un studio, directeur de casting, etc., etc. Et donc, ça m'a permis d'affiner ma connaissance du milieu, d'élargir et de me propulser dans un réseau que je n'aurais jamais eu normalement. Ça m'a appris aussi pas mal de choses en termes de travail et de valeur du travail, de jamais baisser les bras, que tout était possible. Parce que c'était compliqué. C'était une boîte qui était pas compliquée, qui était très dynamique. C'était un milieu qui était assez demanding, mais en fait, on arrive à faire des choses fantastiques. Et là, j'ai compris à travers cette expérience que globalement, quand on veut, on peut. C'est une chose de le dire, c'est une autre chose de l'expérimenter et de voir des gens le mettre en action. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, quand je voudrais, je pourrais. Et l'opportunité s'est présentée que je puisse rejoindre LGA. J'ai commencé chez LGA en tant que salarié à Londres. Et après cette expérience au Book, et pendant 2 ans, j'ai travaillé depuis Londres, je faisais les allers-retours. Mon job, c'était de développer le marché parisien. Donc, je partais de Londres avec 70 kilos de portfolio. Toutes les 3 semaines, je prenais l'Eurostar avec 70 kilos. J'avais un scooter à Paris. Bref, c'était assez chaotique et rigolo. T'étais le seul à Paris? J'étais le seul à Paris, on n'avait pas de structure. Oui. Et en fait, à l'époque, j'avais un boss qui est mon associé actuel, qui s'appelle Glenn. Et au bout de 2 ans, j'ai dit, je rentrais à Paris. Et ce que je propose, je me mets en freelance et on fait 1 an d'activité et tout le bénéfice, on le réinjecte dans une structure ensemble. Et ça, c'est ce qu'on a fait, ça a marché. Et là, j'ai regardé LinkedIn, parfois ils font des petites piqûres de rappel sur notre âge. Ça fait 17 ans que j'ai monté le bureau parisien, donc ça a plutôt bien marché. Et depuis, on a monté New York. Évidemment, je me suis associé avec lui. Je suis rentré, j'ai racheté des parts de Lisa Gorman. En fait, LGA, c'est Lisa Gorman Agency. Et l'agence existe depuis 35 ans maintenant. C'est Lisa qui a monté ça à Londres. Et quand moi, j'ai monté Paris, elle a eu la volonté de partir un peu plus sur la production. Et donc, elle m'a vendu ses parts. Et voilà, le chemin s'est fait comme ça. Et pourquoi tu voulais pas rester à Londres? À l'époque, j'avais une chérie à Paris que j'ai épousée et du coup, je suis revenu pour elle. Oui, tu es revenu pour elle. Effectivement, en fait, c'est proche et c'est loin à la fois, Londres.
Oui, et puis quand tu es dans une phase de ta vie où tu veux construire quelque chose, etc., ben voilà, ça faisait sens de revenir. Et puis, je pense qu'il y avait aussi une partie de moi qui était assez ambitieuse et qui voulait aller de l'avant. À Londres, j'aurais atteint vite un plafond, même si c'était une expérience super et que j'ai adoré vivre à Londres. Je préfère Paris. Donc, j'avais une vraie envie de vivre à Paris, de faire ma vie et ma carrière ici. Et t'as commencé par quoi pour développer le marché français? Parce que c'était un peu comme si tu lançais en fait une agence, vu que il y avait une marque qui était connue. Mais comment s'est passé les débuts? Alors les débuts avec le scooter et puis les débuts quand tu t'es installé Alors aussi. les débuts, c'était avec le scooter, c'était assez rigolo. Alors dis-toi que quand je travaillais pour le book, les gens à qui on donnait le book étaient les acheteurs d'art, les directeurs artistiques, directeurs de création. Donc à travers ça, j'avais déjà un relationnel avec la clientèle d'un agent. Donc j'avais naturellement un embryon qui a aussi accéléré le démarchage quand je suis allé à Londres. Mais bon, ça m'a pas empêché quand on lance une structure, on a la pression. À l'époque, je me souviens, je passais 3 semaines à organiser ma session de rendez-vous à Paris. Je faisais 5 rendez-vous par jour. Donc j'avais toujours un casse-tête quand je partais de Londres parce qu'il fallait prévoir des portfolios qui correspondaient à tous les gens que je pouvais voir dans la semaine. J'allais faire 20-25 rendez-vous dans la semaine. Donc voilà, il y avait toujours un peu des prises de risques, etc. Puis c'était assez rigolo. Moi, j'ai pas du tout aimé cette période des portfolios où il fallait changer les images. Alors, je sais que peut-être que je vais faire crier pas mal de puristes de la photo, mais pour un agent, il faut se dire qu'il fallait changer quasi systématiquement toutes les pages parce que c'était couvert de plastique avec ce qu'on appelait des acétates. Et ça se rayait au bout de 2 rendez-vous, donc il fallait réouvrir les portfolios, changer les acétates, etc. Enfin, il y avait toute une économie autour de ça. Et c'était extrêmement lourd. Donc quand on fait 5 rendez-vous dans la journée, qu'on a 10 portfolios sur un scooter, on arrive en rendez-vous où il faut être un peu à son best et être super vendeur et avec le sourire Colgate. Bon, j'ai eu des petits moments un peu compliqués, mais ça a marché et ça maintenant c'est des bons souvenirs. Et vous aviez combien de photographes à ce moment-là? À l'époque, je saurais plus te dire exactement, mais je pense qu'on était sur une dizaine, 10-12. Donc c'était déjà une grosse agence. LGA, à l'époque, le marché était évidemment différent, notamment en Angleterre. Le marché anglais, il y a 20 ans, c'était ce qu'on appelait le marché de la high street fashion. Donc tu avais beaucoup de marques en fait qui produisaient en interne des contenus et qui faisaient tout leur catalogue. Donc c'était un peu du catalogue, de la prise de parole de marques, et tu avais énormément de marques comme ça. Il suffit d'aller dans n'importe quelle c'est pour ça qu'on appelle high street fashion, donc dans n'importe quelle high street de n'importe quelle ville en Angleterre, et t'avais des marques comme Marks & Spencer, Monsoon, Boden, etc. Et LGA était le plus gros agent du middle market anglais. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, et développer le marché parisien nous a apporté un nouvel positionnement dans le milieu des agents et donc a attiré une nouvelle typologie de photographes. Et puis après le réseau, l'évolution des goûts, les opportunités de rencontre ont fait le reste. Et évidemment, on a une vision du marché qui évolue. Quand on n'est que pure player sur une ville, ou quand on est sur déjà deux villes et a fortiori 3 villes et 3 continents, et ben on attire un réseau, on a une visibilité différente, on a une connaissance plus fine des éditos par exemple qui développent les artistes, et on va attirer des gens qui ont la volonté d'aller sur l'international. Donc, et on fait le lien entre les deux. Les 12 photographes du début, ils étaient anglais, c'est ça? Sur le marché français, ou c'était déjà international? Alors, quasi exclusivement anglais. On avait des Américains qui voulaient travailler en Angleterre, ou des Américains basés à Londres et qui eux aussi travaillaient à New York. On n'avait pas encore de photographes français. Ça, c'était un vrai besoin. D'ailleurs, si je peux donner un conseil à qui que ce soit qui veut se lancer ou qui est agent, etc., évidemment que y a un intérêt quand on vient d'une ville étrangère pour la clientèle de découvrir des étrangers, mais 80% du business se fait en local. Donc il faut des talents locaux quand on est dans une ville. C'est primordial. Sinon, on rate une grande partie du réseautage qui peut se faire. Il y a le réseau pro, il y a le réseau amical, il y a le bouche à oreille, etc. Bon, il y a des paliers, il y a des artistes qui sont plus connus que d'autres et qu'on va chercher pour une patte particulière, mais
pour avoir un business stable et avoir une économie qui fonctionne et pouvoir faire face, il faut des talents locaux. Donc ça a été aussi un point de changement. Mais très rapidement, quand je suis arrivé à Paris, donc pour répondre aussi à ta question, comment ça s'est passé quand je suis arrivé, il y a eu une phase scooter, etc. Comme je viens de l'école anglo-saxonne, on est assez pragmatique. Ça veut dire que on fait et on a créé l'agence avec peu de moyens, en étant frugal. Je sais pas si le terme est correct, mais on a été smart. Donc j'ai sous-loué des locaux que je partageais avec des copains qui étaient set designers dans le 20e, etc. Donc c'était très drôle parce qu'en plus j'étais pas tout seul et en même temps en termes de frais c'était économiquement intéressant. Donc on a commencé comme ça, on est allé step by step et on est monté en puissance. Et j'ai mis 2 ans avant d'avoir un bureau en dur avec un vrai bail 369, etc. Donc c'était c'est des périodes que je regarde maintenant avec beaucoup de tendresse et de nostalgie, parce que je savais pas que j'allais arriver là où j'en suis maintenant. Pas que le chemin soit fini, loin de là, mais effectivement il y a eu un cheminement, et c'est toujours intéressant de se dire que une structure comme la nôtre maintenant, qui est quand même globalement assez établie et reconnue, en toute modestie, a commencé, oui, en partageant des locaux et en essayant d'être un peu smart et d'avancer de la manière la plus logique et judicieuse possible. Et quelles ont été, du coup, selon toi, les différentes étapes où tu t'es dit, ah là, je vais être dans la bonne direction. Alors, je pense que le fait de pouvoir payer un loyer, ça a été, je pense, quelque chose, et d'avoir un endroit, où tu te projetais aussi sur du long terme. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres étapes, ou alors ou des projets particuliers Alors, t'as multitude. Voilà. T'as une multitude d'étapes. Pour répondre à ta question, je pourrais partir dans plein d'axes différents. Une première étape, ça a été mon premier bilan comptable, parce que le nerf de la guerre, c'est aussi ça. Et quand tu te lances et que tu te lances par amour de l'image, et que t'as jamais géré un business, il y a aussi ça à apprendre, et mine de rien, il y a plein de subtilités, plein de petits accidents à éviter, il y a de l'expérience qui rentre en jeu, etc. Donc une des premières étapes, ça a été ça, c'est des marqueurs de temps, de temporalité administratif, etc. Et on comprend aussi mieux les rouages, les contraintes d'une société. Après, il y a eu des artistes. Tu vois, moi, je représente depuis le début un talent que j'aime beaucoup et avec qui je suis très proche, qui s'appelle Théo Gosselin, qui a aussi été clé. C'est notre rencontre, ça a été une étape, parce que lui, il était jeune artiste qui commençait. Moi, je commençais aussi en tant qu'agent, et je suis un peu plus âgé que lui, j'avais un peu plus d'expérience, mais ça a été une étape, oui, de carrière, de vie. Ça nous a aussi établi dans le marché français avec une reconnaissance du milieu de la pub, de l'édito, etc. Donc, et des étapes comme ça, il y en a plein. Ça veut dire que il y a eu Paris, l'ouverture de Paris. Il y a eu évidemment un roster d'artistes qu'on a pris. Il y a eu un moment, un coup du destin qui a fait qu'on a eu des gros noms qui nous ont rejoints, notamment Annie Leibovitz. Et évidemment, quand tu es une agence et que tu as un artiste de la renommée d'Annie, tu attires notre type de clientèle, un autre type de talent, etc. Donc il y en a plein. Et heureusement qu'il y a des étapes et des moments un peu différents, parce que si on était la même structure qu'il y a 20 ans, ça serait un peu tristoun, quoi. Mais en tout cas, ce serait pas très intéressant. Et peut-être ton équipe, vous êtes... Alors maintenant, on a évidemment grandi, hein. J'étais tout seul avec mon scooter et mes 200 kilos de portfolio. Maintenant, on est 5 à Paris en permanence. Le business, il a évolué. J'imagine que à travers le podcast, tu as eu déjà l'opportunité d'en discuter. Il y a une vraie réalité vidéo maintenant. Donc on est passé de pur agent de photographe à agent de photographe qui produit les photographes en interne, à agent de photographe qui fait du behind the scene et donc qui commence à avoir des DOP, un peu de film, à vraie boîte de production. Donc depuis 5 ans, on fait des films TV, on fait du feature film. Et donc ça aussi, ça a été un palier, même en termes de feature film, ça veut dire des films produits. Okay. Pas juste aller capturer de l'image en mouvement à l'arrière d'un shoot photo, mais vraiment organiser un tournage avec un scénario, etc. Oui, et je pense que du coup, que c'est fait, enfin là ce qu'on dit, mais je l'ai déjà eu cette conversation avec pas mal de personnes de la photo, mais je pense que le fait de devenir producteur
et pas juste agent. Je pense que c'est aussi des compétences que tu as dû apprendre. Alors complètement, il y a un gros c'est pas exactement la même chose en fait. C'est pas du tout la même chose, et c'est une discussion que j'ai souvent, évidemment, comme pas mal de gens du milieu. Il y a, au début, tu as un peu le syndrome de l'imposteur, parce que tu fais quelque chose qui est proche de ton univers et ta zone de confort, mais qui n'est pas du tout la même chose. Pour moi, en fait, c'est comme si tu parlais deux langues différentes. Tu peux arriver au même résultat, mais le processus pour arriver à ton résultat est différent. La création en film, c'est quelque chose qui est très basé sur l'écriture. Il faut vraiment avoir un vrai temps d'écriture. La capacité à produire, anticiper les problèmes de production sont importants. Une vision aussi globale d'un film. Enfin, en tant qu'agent, tu mets en relation un talent visuel avec un client, et quelque part, tu peux conseiller quand le projet arrive, mais ton rôle est quasi déjà fait quand tu as mis la personne en relation. Quand tu es exécutif producteur, tu es partie prenante du projet du film. Donc tu t'impliques beaucoup plus, tu vas défendre ton réalisateur un poil plus, et aussi ta voix va être un peu plus entendue sur le projet. Si on avait eu cette discussion, il y a 4 ans, je t'aurais dit moi la photo je préfère la photo évidemment. Le film, la logistique et la contrainte budgétaire et la logistique prend le pas sur le créatif. Mais ça, c'est parce que je pense que j'avais pas compris cette problématique de langage, etc. Maintenant, depuis qu'on a fait des gros films, qu'on a travaillé sur différentes typologies de films, et là, je te parle au début, tu commences par des films à l'arrière d'un projet photo où on rajoute 10 000 euros sur un projet et tu vas produire ton film. On a commencé à faire des films à 50, 60, 100 000, 200 000, et là, on vient de faire des films à plusieurs millions. Tu comprends l'intérêt de la production dans la création, et ça c'est assez fascinant, c'est challengeant, et je trouve qu'avec un historique d'agent de photographe, t'as une vision un poil différente de l'image. Et quand tu parlais de quelle est la réalité de l'agence, je pense que cette identité d'agent de photographe et d'historique photo, moi j'en suis fier et je la revendique par rapport à ce marché du film, et je pense que c'est un point différenciant, une valeur ajoutée sur certains projets, pas tous les projets. Je pense qu'il y a des gens qui font très bien du film et qui feront jamais de la photo. Il y a des projets films que nous, en tant qu'agents de photographe, il est pas intéressant de venir nous chercher parce que notre valeur ajoutée est pas là. Mais après, il y a plein de projets, effectivement, où les deux sont intéressants. Et est-ce qu'on pourrait revenir, moi je trouve ça toujours super intéressant d'être sur un projet. Alors je sais pas si tu peux dire une marque ou en tout cas une industrie, mais revenir sur un projet et nous dire un peu les différentes étapes pour qu'on puisse se projeter. Là, t'as commencé à parler de la vidéo et de l'échelle qui change, des budgets qui changent. Je pense qu'il y a autant d'exemples que de projets que t'as pu faire. Oui. Mais est-ce que généralement il y a des étapes quand même indispensables que tu peux voir dans... Alors, des étapes indispensables, il y a des étapes qui s'imposent à toi. Il y a des besoins clients qui viennent s'imposer à toi. Pour te parler d'un projet un peu typique, là récemment, il y a 1 an, on a fait un gros projet pour une marque qui sont ultra sympas, donc je peux les nommer, et c'est Montblanc. On a travaillé pour Montblanc avec Zinedine Zidane, donc gros projet pour des Français. C'est toujours un peu intéressant d'avoir Zidane, et il y a un côté, c'est la star des stars, Zidane, donc on était ravis de faire ce projet. Si la question sous-jacente, c'est de savoir comment tu arrives à discuter avec le directeur de la communication Montblanc et comment tu arrives à travailler sur un projet avec Zidane, en fait, ça passe par plein de petites étapes. Tu fais un premier projet qui est d'une plus petite voilure, la relation s'installe, la relation de confiance s'installe. Les marques, elles te font pas confiance directement en disant bonjour. Alors, évidemment, quand t'es une grosse boîte et que t'as fait plusieurs types de projets comme ça, on te fait plus confiance, de plus en plus confiance, mais la relation humaine, elle est clé dans nos métiers. Et donc, oui, ce genre de projets, ils viennent parce qu'il y a déjà une relation de travail qui est existante, qu'il y a une communication ongoing entre les talents, entre les personnes de la marque, et il y a des opportunités où on dit, on a l'opportunité on a un besoin la gamme est sortie, donc Zidane avait fait une gamme de produits à son nom pour Montblanc. Ils avaient des besoins de lancer les images. Donc, ils sont venus nous voir. On a un artiste qui s'appelle Charlie Gray, qui est globalement spécialisé dans les personnalités, les stars de cinéma, etc. Donc, très à l'aise avec le type de profil de Zidane. Et
Et du coup, on a eu plusieurs mois de discussion, on est arrivé à l'organisation du projet. Donc, il y avait un premier projet A. Et comment ça peut évoluer, il y a aussi toute une réalité opportuniste quand tu es on-set avec quelqu'un comme ça. Il se trouve que Zidane avait une demi-journée de libre le lendemain. Et on a réussi à faire un shoot last minute avec lui dans les montagnes à côté de Los Angeles. Donc, il n'y a pas de réponse directe. Il y a évidemment toujours un process, direction de marketing, soit une agence de pub. C'est des appels d'offres souvent ou ça dépend? Alors ça dépend. Tu vas avoir des appels d'offres parce que évidemment quand tu es une agence de pub, tu peux pas proposer qu'un seul artiste à ton client final, donc la direction marketing, direction de com. Donc là, tu fais partie d'un appel d'offres. Tu vas avoir parfois pas d'appel d'offres quand tu es avec le client direct. Parfois quand ton artiste il est tellement juste à 200% sur le brief, et ben t'as pas d'appel d'offres. Non. Globalement oui, mais évidemment c'est que quand il y a des règles, il y a plus de règles. C'est qu'effectivement il y a la réponse un peu bateau, c'est oui, il y a des appels d'offres. La réalité c'est que pas tout le temps. Oui, je pense que ça dépend aussi peut-être parfois des délais ou des ton budgets. Réseau, tu vois, après une fois que tu as travaillé avec un client, il y a de fortes chances qu'il te réappelle pour un projet similaire. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas d'appel d'offres et du coup le vrai rôle de l'agent, c'est évidemment t'as une dominante vente, donc tu vas faire des rendez-vous, rencontrer des gens, leur présenter des talents, déclencher ça. Et après, il y a aussi un aspect qui est tout aussi fondamental, c'est de garder une relation avec ton client et pour justement générer d'autres projets. Donc et ça c'est d'autres types, d'autres leviers de prise de contact parce que tu peux pas en tant qu'agent toujours appeler les gens, tu peux pas les étouffer. Donc il faut trouver un juste milieu. Alors il y a des clients avec qui c'est plus facile parce qu'il y a un lien amical qui se crée. Il y en a avec qui c'est plus dur et donc c'est là où peut-être mon passé de psychologie peut aider, en tout cas dans mon cas. Et au début, tu disais que c'était enfin via des acheteurs d'art et j'ai l'impression que ces métiers-là ont aussi évolué et on m'avait dit que de plus en plus on travaillait en direct avec les marques. Toi, je sais pas, est-ce que tu as aussi cet avis-là ou est-ce que souvent il y a encore des agences qui intermédiaires? Alors c'est vrai que le métier d'achat d'art est en pleine évolution. Les Anglais, ils ont une nouvelle typologie qui disent que c'est des creative content producers. Moi, je pense que c'est pas vraiment juste parce que la valeur ajoutée de l'achat d'art, elle est là. Il y a une connaissance du milieu, il y a une connaissance de la réaction des talents aussi parce que c'est pas simple de juste connaître le nom d'un talent. C'est aussi de savoir quelle est sa réalité, quel est son tarif, comment il peut gérer la pression, etc., etc. Donc l'achat d'art est clé pour ça. Donc la réalité, c'est que quand même, comme les processus de fabrication sont plus rapides avec le digital, malheureusement en agence, on a tendance à sous-estimer le rôle de l'achat d'art. Et donc ces postes-là ont évolué. Donc le constat, il est là. Et c'est sûr que ce métier a évolué. Après, il y a pas mal d'achats d'art freelance qui justement vont être appelés sur des gros projets et on va revenir les chercher pour l'expertise de base qui est la connaissance fine du marché. Et là, on se réaperçoit évidemment que c'est des postes clés. Donc peut-être que l'achat d'art dans les grosses structures agences de com a évolué parce que les flux de production sont plus courts, mais que sur des projets un peu plus sur mesure, clairement, ils sont encore clés. Toi, à ton niveau, tu restes encore en lien avec les les acheteurs d'art. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions dans ton métier d'agent que t'as pu remarquer? Alors, si ce n'est les portfolios qui me font plus de scoliose et que maintenant on envoie un PDF, il y a plus de coursiers qui viennent chercher les portfolios, etc. Oui, évidemment, mais comme dans tout corps de métier, comme je pense tout le monde, ça veut dire il y a eu l'arrivée d'Instagram, il y a eu l'arrivée des supports où la vidéo prenait le pas sur la photo, donc il y a de ce fameux moving image qui a duré longtemps. Il y a eu des phases où on avait de behind the scene où on était ravis de voir quelqu'un se faire maquiller dans un camion loge, etc. Une fois que le grand public a compris qu'un miroir c'était un miroir et qu'il y avait des ampoules autour et que c'était pas si fantastique que ça de voir quelqu'un se faire main, on est passé sur le moving image. Après le moving image, on s'est dit il faut quand même rapporter un peu de structure dans ces films-là, etc. Donc il y en a. Donc toi, moving image, tu le définis comment? Moving image, ça a été pour moi une période. Ouais, alors behind the scene, c'est vraiment capturer l'essence d'un backstage.
Moving image, ça a été genre on a vu tellement de backstage que ça fait rêver plus personne, donc on va faire et les dos numériques maintenant peuvent faire de la vidéo, donc faisons un peu d'image en mouvement, mais sans passer par la création ou l'écriture d'un film. Donc on était vraiment à capter le mouvement pour faire une sorte de globi-boulga plus ou moins esthétisant d'un projet pour faire vivre les réseaux sociaux ou des affichages digitaux, etc. Ça, c'était une évolution. Maintenant, on est encore à une autre évolution. Après, il y a eu la phase, il y a Instagram qui est arrivé. À travers Instagram, on a eu les Content Factory qui sont arrivés. Le statut de photographe a évolué. Il fallait faire beaucoup plus d'assets en moins de temps avec des budgets un peu plus comment on appelle ça, agiles. Voilà. Donc, et c'est encore en évolution. Il y a l'IA qui vient taper à la porte là. T'as l'editing qui évolue, la prise de son, etc. Je pense que de faire un podcast comme celui-là, bon, déjà les plateformes de podcast n'existaient pas il y a 10 ans, mais ne serait-ce qu'il y a 5 ans, la technique a énormément évolué. Donc, et ça touche aussi la photo, l'image, etc. Donc, les étapes s'accélèrent évidemment. Il y a 2 sujets là que tu as dit que j'aimerais bien qu'on creuse un peu. C'est l'editing qui pour toi aurait évolué et l'IA. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu sur ces deux Bien sûr. Tu veux sur l'editing qui a évolué. Moi, je pense qu'il y a eu l'editing en photo, l'editing, la retouche, etc. Ça a été un moment clé parce qu'on a pu aller un peu plus loin dans de l'imagerie. Mais comme toute évolution, et d'ailleurs on en reparlera pour l'IA, il y a un très gros appétit quand la tech arrive. Et après, on revient à quelque chose de plus sensible. Moi, je suis un fervent croyant du fait qu'on est tous là parce qu'on est sensible aux émotions et que l'image véhicule, qu'elle soit fixe ou en mouvement, elle véhicule ces émotions-là. Alors, elles peuvent le véhiculer à travers des astuces visuelles, des choses, machin. L'editing nous permet d'aller un peu plus loin. Et donc ça a favorisé les choses. En fait, je trouve que l'évolution technologique est, en tout cas dans l'editing photo et l'editing film, à l'heure actuelle, en faveur de l'émotion, parce qu'elle permet d'aller un peu plus finement sur l'expression artistique. Et d'ailleurs, on le voit, qu'il suffit de regarder une image des années 80, il y a des super belles images, mais si on va essayer de les chercher en détail et zoomer, techniquement l'image elle est pas aussi précise, etc. Donc parfois les photographes ils faisaient un peu des choix par défaut. Maintenant on peut pousser les choses et on peut pousser la vision artistique. Ça veut pas dire que il faut sur-éditer ou sur-retoucher les images, c'est loin d'être le cas, mais il y a cette réalité-là. Mon avis sur l'IA, alors il vaut ce qu'il vaut. Là, on est en train d'enregistrer en mai 2025. Il peut évoluer dans 2 semaines, il peut évoluer dans 3 mois. À l'heure actuelle, je pense que l'IA, encore une fois, n'a pas le facteur, l'émotion ne passera pas pour l'IA, en tout cas pour le moment. Je pense que des gens vont surperformer l'IA, ils vont utiliser les outils et vraiment faire des choses splendides à travers cet outil-là. Je pense aussi qu'il va y avoir un effet de mode. Ça veut dire que tout le monde va se jeter sur l'IA, va se rendre compte que finalement... Oui, on vous le demande, j'imagine. On nous le demande. Alors nous, on n'a pas d'artiste IA. Okay. Moi, je suis pas fermé à l'idée potentiellement un jour de représenter des talents IA, mais j'ai pas envie de le faire parce qu'il y a de l'IA et que voilà. Si j'avais suivi ce mindset-là, j'aurais pas l'agence que j'ai. On aurait suivi les tendances en permanence, etc. Il va y avoir une vague IA, elle va prendre des parts de marché, ça va créer sa place. Je pense que ça va générer d'autres besoins et d'autres manières de produire de l'image. Je pense aussi que beaucoup de gens s'autoproclament ayatollah de l'IA et experts en IA sur quelque chose qu'ils maîtrisent pas du tout. Donc il faut faire attention un peu à ces discours-là et surtout à ces effets d'annonce. Je pense que pas mal aussi de marques et de clients vont s'apercevoir que ça peut faire gagner du temps sur certaines typologies de projets. Ça peut évidemment faire gagner de l'argent sur certaines typologies de projets. Ça peut faire beaucoup de mal. Lesquels, par exemple? Ouais, c'est un exemple que je prends souvent, mais qui me fait mais je pense que la newsletter de la Saint-Valentin, où finalement on dépense un peu d'argent parce qu'il faut bien exister, peut-être que celle-là elle passera en IA et que là, effectivement, ça sera une bonne utilisation de l'IA parce que c'est une prise de parole pour une journée, etc. Il y a un écueil de l'IA qu'il faudra que les marques évitent et on sera là aussi pour les aider et les soutenir. C'est de pas se faire aspirer par défaut. En fait, l'IA, c'est de la création par défaut. C'est comme un QCM, on a un choix par une image et puis on évolue comme ça. On n'est pas dans de la création pure.
À travers ce principe-là de création, ce process de création, déjà on n'a jamais un résultat fini, donc il va y avoir beaucoup de travail de retouche, de post-production, et donc le coût va s'y retrouver. Et d'ailleurs, quand je discute autour de moi de pas mal de gens qui en font, ben c'est une réalité, il y a un coût, et c'est pas forcément la baguette magique ou voilà. Et je pense aussi que, pour revenir sur mon premier propos, comme c'est un choix par défaut, il y a un gros risque que tous les annonceurs se ressemblent et que on ait une imagerie qui soit complètement linéaire. Et voilà. Moi, qui ai un petit peu d'expérience, on en parlait avant ce podcast, mais l'âge et l'expérience a quand même un bénéfice. J'ai vécu aussi la vague, on parlait d'étapes, il y a eu une vague où il y a eu les images banques, les banques d'images qui sont arrivées sur le marché. Et je me souviens de discours, on se disait, ça va nous prendre tout notre business, on va tous mourir, etc. Alors, je vais pas les nommer parce que j'ai beaucoup de respect pour eux, et puis je connais des gens qui travaillent chez eux et qui sont très sympathiques, et je vais pas les froisser. Mais maintenant, quand on parle de typologie d'image banque et qu'on dit tiens, ça me fait penser à une image, de telle banque d'images, bah c'est pas forcément, c'est plutôt péjoratif. Donc, je pense qu'il y aura un moment où, quand l'œil humain se sera rendu compte de ce qu'est l'IA et le reconnaîtra, on dira tiens, ça c'est une image IA. Et ça sera dépréciatif. Et donc, on reviendra à des choses beaucoup plus sensibles et basées sur l'émotion. D'ailleurs, il suffit de regarder ce qui marche en images à l'heure actuelle. Les campagnes les plus importantes et qui fonctionnent et qui touchent l'inconscient collectif sont celles où il y a de l'émotion. Voilà. Après, chaque annonceur, chaque typologie de client va évoluer. Et le luxe évolue, même dans les modes de consommation. Donc, évidemment qu'il va évoluer. Et évidemment que les moyens de communication vont évoluer. À nous aussi, en tant qu'agents, en tant que producteurs, en tant que faiseurs d'images et que professionnels de l'image, de sentir ces évolutions et d'anticiper et d'adapter notre offre à la demande. Donc, il y a ce jeu-là. Mais il y a quelque chose qu'il faut, à mon sens, encore une fois, qui est très important, c'est de pas perdre sa vision. Il faut avoir une sorte de drive en disant bah voilà, moi ce qui me plaît c'est ça, ce qui me représente c'est ça, ce que j'ai envie de représenter c'est ça. Parce que encore une fois, je reprends quelque chose que j'ai dit au début du podcast. Pour moi, un très bon artiste, un photographe qui a une carrière reconnue comme tous les grands noms de la photo, sont avant tout des obsessionnels de ce qu'ils font. Et ils suivent pas les modes. Et en fait, ils créent un héritage photographique parce qu'ils, justement, ne suivent pas les modes. Les artistes qui suivent les modes, malheureusement, hein, et je peux comprendre, on a tous des contraintes financières, de temps, de goût, etc. On peut évoluer. Mais généralement, les artistes qui suivent les modes sont des artistes qui passent pas la barrière de la reconnaissance de leur pairs et du grand public parce qu'ils perdent de vue l'essence même de ce qu'on fait. C'est l'émotion, c'est l'expression d'une vision, Et voilà, donc pour répondre à ta question, l'editing, l'IA, etc. sont des outils, c'est des outils intéressants. Moi, je peux l'utiliser, ça m'a fait rigoler aussi, comme pas mal de gens, d'aller sur de l'IA, voilà. Après, j'ai vu l'impact aussi écologique de l'utilisation de l'IA, donc je suis pas non plus à me dire ah bah tiens, je vais faire un mème sur IA pour faire marrer mes potes, et puis derrière on est en train de bousiller la planète. Voilà. Après, je sais que on peut contrebalancer cet argument écologique en se disant, bah oui, quand vous envoyez 10 mannequins à l'autre bout de la planète en avion, est-ce que c'est vraiment RSE? Non, c'est clair que c'est pas RSE. Donc, le débat est ouvert. Mais je pense que ça sera un outil, quoi qu'il arrive, incontournable de nos métiers. Il faut vraiment soit être en toute fin de carrière et se dire bon bah non, cette vague-là je la prends pas et c'est une décision perso. Bon, moi j'ai 43 ans à l'heure actuelle, c'est clair que l'IA, je vais m'y intéresser, je vais prendre le taureau par les cornes et puis on va trouver une manière élégante, intéressante, émotionnelle de l'intégrer à notre offre. Mais pour l'instant, en 2025, encore une fois, je trouve qu'on n'y est pas. Ça doit venir des créatifs, je pense, parce qu'en fait, l'IA est aussi une palette, enfin, un outil qu'ils peuvent utiliser dans ce qu'ils veulent exprimer. Donc, oui, les créatifs. Mais alors, quand tu parles de créatifs, si tu parles des créatifs en agence de pub, par exemple, je pense qu'ils n'ont pas le temps d'avoir du recul. Non, surtout pas le temps de générer de l'IA de qualité parce on doit faire face à des demandes clients, ils sont en réunion, etc. Donc ils peuvent pas non plus être là.
Et comme encore une fois, même générer des images qui sont intéressantes, c'est pas une demi-journée devant ton ordi à faire quelque chose de bien. Pour avoir quelque chose de cohérent, il faut se poser, laisser mûrir, revenir sur les images. Il y a 2-3 semaines de process. Voilà. Donc on n'est pas encore dans un équilibre qui est en faveur de l'IA. Ça va avancer, la technologie évolue. Voilà, personne n'a aucun recul, il y a aucune expertise, mais c'est vrai que c'est assez bluffant sur certains trucs et parfois c'est quasi grotesque, quoi. Donc je pense il faut pas non plus tomber dans la terreur en se disant, oh mon Dieu, on va tous mourir à cause de l'IA. Il faut pas tomber dans la pamoison en se disant, c'est génial, il suffit que j'appuie sur un bouton, j'ai une image parfaite. Il faut prendre les choses pour qu'elles sont et être réaliste et rationnel et avancer pas à pas par rapport à cette tech, en tout cas. Et quand tu parles de shooting à l'autre bout du monde, ça me fait penser à un peu des discussions que j'avais pu avoir pendant le Covid ou vers la fin où on se disait après le Covid, on aura peut-être moins de grosses productions à travers le monde. Est-ce que tu penses on a retrouvé le rythme et le volume et les budgets d'avant, ou est-ce que tu trouves que ça a quand même fait un peu une cassure, ou en tout cas un moment de je pense que oui et non. Ça veut dire que je sais pas si c'est le Covid ou si c'est une réalité budgétaire qui fait que maintenant on regarde un peu plus les choses, etc. Je suis pas certain que le Covid ait changé la mentalité de la planète, malheureusement. En tout cas, notamment sur ce sujet. Donc maintenant, on fait un peu plus attention. Tu vois, nous, pour prendre un exemple qui nous est propre, on fait partie d'associations RSE, etc., avec des pratiques écologiques saines. On est partenaire avec d'autres types d'associations où il y a des compensations carbone. Donc, quand on fait des productions, si tu veux, on a des calculateurs de CO2 qui dit on a généré tant de CO2 sur tel projet et on fait une compensation. On n'en parle pas trop parce que tu peux vite être taxé de greenwashing. Donc après c'est à chacun de voir midi à sa porte et de voir où est-ce que tu veux mettre ton éthique, si tu veux. Mais par rapport au marché et par rapport à la clientèle, je suis pas sûr que ça a eu un impact tant que ça. Et je blâme personne parce que c'est sûr que si tu as l'opportunité d'aller shooter à Kuala Lumpur et que tu y es jamais allé, c'est toujours assez intéressant de te dire tiens, je vais aller à Kuala Lumpur. Donc voilà. Il y a la réalité, puis une sorte de gris. Il n'y a pas de blanc ni de noir. On est vraiment dans le gris par rapport à ça, en tout cas. Et par rapport à parce que je pense que le voyage fait aussi partie de ce que t'aimes dans ton métier d'agent, et ça me fait penser à qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier En ce qui concerne les voyages? Non, parce que du coup, je vois cet enthousiasme par rapport au voyage, mais est-ce qu'il y en a d'autres, ou globalement par rapport à ton métier Alors moi, ce que j'aime le plus, c'est évidemment d'engager le dialogue avec des talents visuels et créatifs au quotidien, avec différents profils. Ça veut dire que moi j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Steve McCurry. Quand on discute avec Steve McCurry, c'est pas la même vision qu'un autre. Et ça, c'est fascinant. Et ça, il y a ce côté un peu fanboy aussi où on apprend des choses, comment se sont passés les shoots, etc. Quand on aime ça, on est en première ligne, c'est fantastique. Donc ça, c'est un des premiers points qui me plaît dans notre métier. Après, ce que j'adore aussi, c'est rencontrer et de voir, pour faire un lien avec le voyage. J'étais à Berlin il y a pas longtemps pour un salon et en fait tu rencontres une autre typologie de clientèle avec des besoins différents, une autre manière de faire notre métier, et c'est toujours assez grisant et intellectuellement intéressant d'aller se projeter sur des problématiques qui sont tellement familières et tellement étrangères en même temps. Et il y a à travers le voyage, à travers les rencontres que le métier d'agent procure, c'est ce plaisir de rencontrer des personnalités diverses et variées, d'aller découvrir une autre réalité en permanence. Donc ça, c'est très grisant, et c'est ce qui permet de pas avoir un effet roboratif ou redondant du métier. Et qu'est-ce qui est difficile selon toi dans ton métier aussi Alors, le métier d'agent, c'est le meilleur métier du monde quand ça marche. Ce qui est difficile, c'est quand ça marche pas, parce que t'as deux clients, t'as tes artistes et les clients, donc t'es en train de chasser des clients, etc.
tu vois, comme dans toute boîte qui a donc 35 ans pour LGA at large et 17 pour ma partie parisienne et aussi avec New York, évidemment qu'il n'y a pas eu que des moments fastes et il y a eu des moments un peu de repli. Donc tu te poses toujours des questions, tu te remets en question, tu te dis est-ce que ma recette est la bonne, etc. Donc là, c'est des moments désagréables, mais c'est des moments que les artistes aussi rencontrent. Et encore une fois, il faut être obsessionnel, il faut avoir un cap. Donc c'est désagréable, mais il faut tenir. Et donc c'est des moments qui, voilà, quand ça marche pas ou quand ça marche moins bien, ben il y a un coefficient x2 d'accélérateur de stress et de choses. Et quand ça marche très bien, ben évidemment c'est un métier ultra agréable. Donc voilà, c'est l'oscillation entre les deux. Et après, quand ça marche très bien et que tu as connu des périodes un peu plus complexes parfois, et ben ça te donne la motivation pour dire non, il va falloir que je me motive pour que ça continue à marcher bien. Et là, en tout cas, on parle quand même un peu d'une période compliquée pour certaines marques, ce qui se passe aux États-Unis, la guerre, etc. Est-ce que toi, tu vois aussi peut-être une difficulté sur le marché? Une difficulté Alors oui, bien sûr, et c'est notamment sur le luxe là qui a vraiment mis un coup de frein parce que la Chine consomme moins, ils ont être obligés de se redéfinir, de changer le paradigme du luxe. À travers mon expérience et à travers LGA, nous on a la chance d'avoir un portfolio d'artistes qui est assez varié. Donc je peux très bien travailler avec du luxe qu'avec du cosmétique, avec des clients institutionnels, de la publicité, etc. Donc on a toujours, en fonction de l'évolution des marchés, et c'est là où, quand je te disais, il faut être à l'écoute aussi de son marché, de l'évolution. Si le luxe va un peu réfréner, on va peut-être pousser le curseur sur des clients un peu plus institutionnels, aller chercher de la publicité, aller chercher de la cosméto. Quand le cosmétique, par exemple, en septembre dernier, c'est intimement lié au luxe, mais moi je mets ça un peu aussi à part parce que c'est notre manière de fonctionner, notre typologie de visuel. Ils ont eu un peu plus de mal, et ben on est allé vers le luxe, etc. Donc c'est aussi à nous en tant qu'agents de chercher un peu les leviers de croissance et d'être à l'écoute de l'économie. Donc ouais, je lis, tu vois, pour faire face à ça, t'es obligé de t'informer et de lire autre chose que juste des choses qui sont liées à la création. Tu lis des quotidiens économiques, tu fais des prospections, t'essaies de voir un peu des projections, pardon, t'essaies de voir un peu vers où va aller l'économie pour toi mûrir ta stratégie d'agence et que tu sois légitime et juste par rapport aux besoins de demain. Et en parlant d'argent et de budget, etc., comment se rémunère un agent en général? Parce que je pense qu'il y a plusieurs moyens, si c'est la production ou si c'est, comme ce que tu disais, en tant qu'agent. Donc, en général, quelles sont un peu les règles? Alors les règles, en tout cas celles que je connais, c'est 25. Un agent gagne 25% des honoraires des artistes qu'il représente. Il va aussi négocier les droits à l'image, sur lesquels il va toucher 25%. Et quand on produit en tant qu'agence du contenu, bah tu vas avoir des honoraires de production et un pourcentage de production sur un ensemble d'un budget. Donc les points de rémunération ils sont là. Donc t'as les honoraires, t'as les droits et puis t'as la production. Sous forme d'honoraires et de pourcentage de production, et les droits peuvent revenir. Donc tu as aussi une sorte de income passif où en fait quand la campagne va vivre plusieurs années d'affilée, en fait tous les ans tu as une reconduction de droits. Donc voilà, l'économie est globalement là. Et dans ces cas-là, t'as des avocats qui demandent aux marques si elles veulent renouveler, enfin de façon un peu. Alors non, mais tu sais, dans les grands groupes, tu as toujours un service juridique. Donc c'est effectivement, le service juridique qui revient vers vous. Exactement. Vers ton agence. Ouais. Ou alors parfois c'est les agences de mannequins qui nous disent j'ai vu la campagne. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, parce que comment tout surveiller vu la production? Non, alors je sais pas. On m'a dit, je sais pas si c'est une fake news ou pas, mais on m'a dit qu'ils avaient des outils pour monitorer le web en permanence et savoir si une image de leur mannequin était. Je suis assez curieux, si jamais quelqu'un m'entend, veut m'envoyer sa propale sur les outils pour voir. Honnêtement, je pense que c'est trop vaste pour. Donc il y a parfois effectivement ou des photographes qui se baladent et qui disent l'image là, elle est plus dans le prisme d'utilisation. Mais généralement, c'est les services juridiques, oui. En fait, par contrat, eux, ils ont des petits reminders, disent voilà, on arrive en fin de droit. Il faut qu'on reparle. Et généralement, la reconduction de droit est dealée en amont. Ça veut dire que le processus de reconduction, la tarification de la reconduction, c'est globalement la moyenne, si on parle de pourcentage, c'est 5% par an en reconduction en plus du montant global.
Et là, on parle principalement de la France. Toi, ça t'arrive parfois de travailler sur d'autres, par exemple, la Suisse, c'est aussi toi. Enfin, c'est aussi. Oui, alors nous, LGA, en fait, comme on a plusieurs bureaux, on a New York, Londres et Paris. Exactement, on a un partage territorial qui est un peu qui fait en fonction des cultures et des langues parlées. Donc moi, la Suisse, j'y vais souvent parce que c'est francophone en grande partie et que c'est extrêmement simple d'y aller depuis Paris. Mais globalement, nous, c'est plutôt le sud de l'Europe. Et il se trouve que je fais l'Allemagne pour des raisons de cœur et perso. Mais tu parles allemand ? Pas du tout, mais j'aime beaucoup l'Allemagne. Voilà. Et le bureau d'anglais va plutôt gérer les Pays-Bas, les pays scandinaves, etc. Et évidemment, New York, c'est tous les États-Unis. Et tout le reste du monde, c'est un petit peu en fonction de l'artiste qui va être, si plutôt c'est un artiste qui est basé à Paris, j'aurais plutôt tendance à le gérer. Mais si c'est un client qui vient à travers une relation proche d'un agent en Angleterre, ça va passer par Londres, etc. Et pour répondre à ta question, on travaille avec le monde entier. Tu vois, ce matin, j'étais en PPM. Donc la PPM, pour ceux qui connaissent pas, c'est Pre-Production Meeting. Donc on a un projet à Dubaï en mois de juin. Et donc avec le décalage horaire, c'était une PPM qui était très tôt. Et donc c'est la même manière de travailler là-bas. Et donc c'est, comme je reviens à ce que je disais, c'est que c'est très intéressant de travailler avec une agence à Dubaï sur des problématiques dubaïotes et à travers ton craft d'agent parisien. Donc c'est toujours très sympa. Ma dernière question s'adresse plutôt pour des photographes et pour des personnes qui souhaitent agent. C'est est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Donc, première typologie pour des photographes qui souhaitent travailler avec une agence comme la tienne et des personnes qui souhaitent devenir agent. Voilà, là on est en 2025. Ouais, pour les photographes, j'avais fait partie de table ronde avec d'une association qui s'appelle Les Filles de la Photo, que j'embrasse. Elles font un travail formidable. Et elles m'avaient invité avec d'autres agents pour discuter notamment de ces thématiques et faire une sorte de cahier de aider les jeunes talents à percer dans ce milieu et comment capter l'attention de personnes comme nous. Le premier conseil que je donne à n'importe quel photographe, c'est déjà, envoyez-nous des mails, oui. Mettez des images dans le corps du mail, parce que en fait, tu serais surprise de voir combien de talents visuels pensent que dans ta journée de travail, tu vas avoir le temps d'aller cliquer sur le lien d'un site web de quelqu'un que tu n'as jamais entendu parler, etc. Donc, ça paraît bête, mais si en tant qu'artiste, aller droit au but, mettre une ou deux images de ce qu'est la teneur de ton expression artistique dans le cœur de l'email, parce qu'on est tous des gens visuels. Donc on va ouvrir un mail, on les voit les mails. Mais si je vois un mail de quelqu'un que je connais pas, qui est écrit avec un pavé indigeste, avec un lien à la fin, il y a très peu de chances que j'aille cliquer dessus. Par contre, si c'est un truc assez court et dynamique et qui me montre de l'image, si j'ai besoin d'une image, ou en tout cas si l'image me plaît, là je vais aller cliquer. Ça veut pas dire que ça va plaire, ça veut pas dire que ça va marcher à 100%, mais en tout cas ça augmente les chances de succès. Donc ça c'est le premier conseil. Après, deuxième conseil, c'est et c'est difficile à entendre mais il faut le dire, hein, c'est quand tu es dans une démarche artistique perso, c'est une démarche un peu égocentrique. Et il faut pas prendre les critiques constructives de manière trop brutale. Ça veut dire que souvent, j'ai pu rencontrer des talents et des jeunes talents où j'ai dit des choses, mais honnêtes. Et souvent, j'ai senti que ça blessait. En fait, il faut, si on monte sur le ring, on sait qu'on va prendre des coups. Si on prend des coups, ça veut pas dire qu'on va perdre le combat. Ça veut dire que ça va nous apprendre à mieux les encaisser, à mieux les éviter et à mieux faire face au round d'après. Et ça, il faut l'avoir en tête. Moi, je suis vraiment... chaque critique constructive, il faut prendre les avis des gens, il faut aussi garder sa vista. Mais en tant que jeune artiste, pour encore aller dans le sens de ta question, je pense qu'il faut se dire, il faut avoir un peu une peau épaisse et se dire, je vais prendre des coups, il y avait des choses pas très agréables dans le lancement, mais ça va me faire évoluer. Et il faut pas se dire que tout est acquis trop vite. Il faut donner le temps aussi à la création de mûrir, à un portfolio de photographes ou d'artistes visuels ou de réalisateurs, ça se fait pas comme ça. Il faut prendre un peu de temps, il faut le mûrir, il faut se confronter à une réalité. On revient sur des images, on refait un edit différent, on le monte différemment, etc. On rencontre quelqu'un qui va nous ouvrir une porte mentale qui nous permettra d'aller plus loin. Tout ça, ça fait partie du process et il faut être patient.
faut être patient, il faut faire les choses comme en escalade. On peut pas sauter et arriver en haut du mur. Il faut passer par plusieurs petites étapes. Parfois elles sont obscures, parfois on les voit pas d'en bas. Mais une fois qu'on est au milieu du mur, on les voit et on arrive à escalader jusqu'au bout. Et ça, il faut garder l'énergie positive, pas s'oublier et mettre des images dans ses emails. Et toi, souvent, les photographes que tu as pu faire rentrer dans ton agence, c'était plutôt des rencontres ou alors des recommandations ou un peu un mix C'est un mix de tout ça. Ça veut dire que, évidemment, maintenant, comme l'agence est plutôt établie, je reçois beaucoup de sollicitations et je peux faire un peu le tri. Ça ne m'empêche pas de voir aussi, moi, de manière active, aller chercher des talents et essayer de générer une relation de travail. Et oui, pas mal de gens qui aussi, de l'entre-soi, me présentent quelqu'un qui cherche une opportunité, etc. Oui, parce que je pense que parfois, quand on peut s'identifier un peu à une famille d'agents, enfin de photographes, la recommandation peut aussi permettre un peu un fil de se dire il a compris quelle est l'identité ou en tout cas l'idée de cette agence. Donc oui, complètement. Ça peut aussi aider. Oui. Et puis après, t'as aussi le réseau. T'as de gens que t'as rencontrés il y a 10 ans, qui ont eux aussi évolué, que tu recroises et ça le fait pour cette raison-là. Voilà. Mais il y a pas de vraies règles. Si c'est pour répondre à ta question, il n'y a pas de règles, et tant mieux, parce que comme ça, il y a plein de points d'entrée, quoi. Non, mais c'est sûr, et c'est pour ça. Enfin, en fait, j'aime bien poser cette question-là parce que en fait, elle peut être prise vraiment par tous les, complètement, je comprends. par tous les angles. Et du coup, l'autre partie, c'était plutôt pour des personnes qui souhaiteraient être agents. Alors ça, j'ai pas de règle non plus. Ou être producteur, parce qu'effectivement, ou être producteur, effectivement, je pense qu'il faut déjà essayer de. Alors moi, je suis arrivé un peu là par hasard. Comme tu le sais, je viens pas d'une famille d'agents, de gens de l'image, mais comme quasi tous les agents que je connais, hein, j'ai pas autour de moi d'agents ou de producteurs. Dynastie. Si, allez, peut-être il y en a 2-3 qui bien sûr. Il y a des dynasties familiales, il y a des baronnies, des choses comme ça, mais c'est pas non plus la norme. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui se disent, tiens, je vais être agent comme carrière, ou c'est plutôt des opportunités de vie qui font qu'on s'intéresse à la carrière d'agent? Mais le conseil à donner, en tout cas, c'est de multiplier les expériences, d'aller à l'étranger pour revenir plus fort dans son territoire national. Moi, de partir à Londres, d'aller me confronter aux États-Unis, etc., ça m'a donné une vision des choses qui est beaucoup plus ouverte. Et je pense que le métier d'agent, la clé, c'est d'être ouvert. C'est d'être ouvert à son client, d'être ouvert à son talent, d'être ouvert aux autres, d'être ouvert aux tendances, d'être ouvert à la vie, d'être ouvert aux émotions. Et ça passe par la rencontre et ça passe par l'expérience. Et notamment une expérience à l'étranger parce que ça chamboule tous nos acquis et ça nous rend plus forts. Je suis assez d'accord que le fait de partir, en fait, souvent on n'a pas le choix. On n'est plus dans sa zone de confort et du coup on s'ouvre plus. Enfin, en tout cas, voilà, on s'ouvre et on a besoin en fait. Et du coup, je pense que cette ouverture fait qu'après on regarde les choses complètement. Et on s'aperçoit qu'on peut faire. Exactement. Et qu'on a besoin de personne. Exactement. Et que c'est possible et que même quand on n'est pas dans un cadre où on connaît les personnes, où on maîtrise la langue parfaitement et où voilà, on sait, on arrive à. Enfin, en tout cas, je suis très alignée. Moi, j'ai aussi pas mal voyagé, donc je pense que le voyage est. Tu pourras faire une bonne agent, je pense. Et merci Olivier pour cette discussion. Un grand merci à vous, à toi et à toutes les personnes qui ont la gentillesse de nous écouter. Et non, c'était un plaisir, un grand merci. Merci Olivier et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes une ou un photographe qui évite la commande et que vous avez besoin d'accompagnement pour faire un point sur votre pratique artistique ou sur une série en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de discuter avec vous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mes accompagnements sur mon site marinelefort.fr. Aussi, pour recevoir tous les 15 jours le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, mes recommandations de lecture, de films,
films, d'expositions ou de conférences, et même parfois des cadeaux, je vous invite à vous abonner à la newsletter de ce podcast. Vous pouvez y retrouver le lien en note de cet épisode. Pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus sur le podcast, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!